Est-ce que vous vous méfiez des fibres ? Un conseil récurrent dans le sport d'endurance, c'est qu'il faudrait ne pas en consommer trop, notamment avant les entraînements et avant les courses, sinon ça fait mal au ventre. Et pourtant, les fibres sont essentielles pour notre santé et souvent, nous n'en mangeons pas assez par jour. Alors, comment en manger plus souvent sans pour autant avoir le ventre en vrac ? Et comment en manger même si vous avez une course qui arrive dans les heures qui viennent ? Un conseil que je voudrais vous donner dans cet épisode, c'est ne supprimez pas les fibres, mais apprenez plutôt à les préparer. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la grande forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et dans ce podcast Sport et Nutrition, je m'intéresse principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Une semaine sur deux, je pars à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et une semaine sur deux, je vous propose un focus sur des grandes questions, sur des mythes de la nutrition et des questions que vous me posez. D'ailleurs, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode vers un formulaire dans lequel vous pouvez suggérer des sujets et poser vos questions. Le but, c'est que nous apprenions tous comment mieux manger au quotidien pour nous sentir en forme, bouger plus, mieux nous entraîner, mieux récupérer, pour réussir nos défis, devenir champion et championne du monde de notre monde. Et aujourd'hui donc, nous allons parler de fibres alimentaires. Ce n'est pas la première fois que je parle des fibres alimentaires dans les épisodes de Sport Nutrition, mais aussi dans d'autres épisodes de Retrouve la forme, par exemple, dont je vous mettrai des liens dans la description de l'épisode. Les fibres, faut le dire, c'est un petit peu mon combat, et c'est un petit peu notre combat à tous. Moi, personnellement, c'est vrai que les fibres, à une époque, je ne connaissais même pas leur existence, et quand j'ai commencé à analyser un petit peu ma consommation de fibres et comprendre à quoi elles servaient, je me suis rendu compte que j'étais loin du compte, en fait, j'en mange pas assez. Statistiquement, en France, d'après les différentes études que nous avons eues, nous en mangeons environ 18 grammes par jour, et il faudra en manger plus. Je vais vous donner le chiffre, et vous allez voir que ces 18 grammes de fibres en moyenne par jour, c'est un petit peu petit joueur. Mais comme je disais en intro, parfois les fibres aussi nous posent problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oui, mais moi quand je mange trop de fibres, j'ai mal au ventre. » Et puis, quand on fait de la course, de l'endurance, du sport, que ça ballotte aussi dans le ventre, on dit oui, mais quand on mange trop de fibres, notamment dans les repas qui précèdent, par exemple, vous avez un conseil qui est de dire que la veille d'une course, type un trail, un semi-marathon, un marathon, il ne faudrait pas manger de fibres, on va éviter les fruits, les légumes, ou alors manger que des légumes cuits. On est dans un espèce de paradoxe en fait, de dire on a besoin de fibres d'un côté, mais de l'autre côté, si j'en mange, je me sens pas bien. Et puis, ça me garantit en fait des problèmes pendant mes courses et mes entraînements. Et par problème, je veux dire des arrêts un petit peu forcés, derrière des arbres ou des retours aux toilettes un petit peu expéditifs. Oui, ça fait partie des choses que nous connaissons tous. Moi, j'en ai connu je ne sais pas combien. Et en fait, je crois que tout le monde a un jour connu ce type de problématique. Alors, tout le monde ne le dit pas. Mais quand on en discute un petit peu à droite à gauche, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui ont connu ça. Et que si vous abordez le sujet un petit peu avec tous les coureurs que vous croisez, toutes les coureuses que vous croisez, vous vous rendrez compte que tout le monde un jour a eu ce genre de problématique. Donc, on va quand même parler de ce sujet des fibres, non pas sous l'angle que ça nous oblige à faire des pauses comme ça, mais sur comment en fait manger plus de fibres, mais aussi et surtout les manger d'une manière qui va nous éviter ce genre de désagréments. Bon, avant d'aller plus loin quand même, je vais remercier Coro qui sponsorise cet épisode et ce podcast depuis plusieurs années. Et cette année encore, merci Coro pour leur confiance. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de choses comme des oléagineux, des purées d'oléagineux. Vous allez voir qu'il y a une différence quand on parle de fibres et de nombreuses autres sources de fibres parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, je pourrais citer les flocons d'avoine et ce genre de produits. Moi, je me fournis chez Coro, koro.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Puis vous y trouverez aussi des produits qui sont assez intéressants, qui sont des préparations, par exemple, pour le petit déjeuner, comme le porridge au chocolat ou le porridge pomme cannelle, qui sont naturellement riches en fibres. On est à 10 grammes de fibres pour 100 grammes. Donc c'est intéressant, c'est un bon ratio. Alors pour vous aider dans votre budget, j'ai négocié avec Coro une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, koro.fr, utiliser le code HAMSTERS5 pour en profiter. Le lien est dans la description de l'épisode et je remercie une nouvelle fois Coro pour leur soutien pour ce podcast, car c'est ça aussi qui me donne du temps pour créer les épisodes et partager le contenu que je vous partage. Maintenant, donc, ces fibres, mais d'abord, c'est quoi des fibres en fait ? Les fibres alimentaires se trouvent dans tous les aliments d'origine végétale, fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses et les graines. Et en fait, elles font partie de la famille des glucides. Alors les glucides, c'est une belle famille qu'on connaît, mais ces fibres, elles jouent en fait un rôle de structure dans les aliments
elles n'ont pas le même rôle en fait que les glucides contenus dans les pâtes, le riz, les pommes de terre, qui sont essentiellement de l'amidon et qui sont digestibles. En fait, les fibres sont des glucides dits non digestibles. Et en fait, c'est ça qui va nous poser problème, parce que non digestibles, et pourtant on en mange. Qu'est-ce qui se passe quand on en mange? Et c'est tout là l'enjeu de l'épisode. Alors je dois le dire, notre consommation en fibres est un petit peu faible en France, je l'ai dit. La recommandation nationale qui est émise par l'ANSES et le programme national nutrition santé, le PNNS, qui est la référence en fait des grandes recommandations en France. Moi je m'appuie toujours dessus, je vous le dis très clairement, je m'appuie sur le PNNS. Je trouve qu'ils ont des recommandations qui sont intéressantes. Et vous savez, l'ANSES, c'est toujours très fouillé, il y a tout un tas de publications, donc c'est vraiment très intéressant. Et donc la recommandation de l'ANSES, c'est de manger 30 grammes de fibres par jour chez les hommes et femmes adultes, avec un minimum de 25 grammes par jour. Voilà, là on est dans la fourchette idéale entre 25 et 30 grammes. Alors, l'agence sanitaire a retenu cette valeur car il existe une réduction du risque associé à la consommation de fibres alimentaires pour les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et les cancers du côlon, rectum et du sein aussi, qui est observé parfois à partir de 25 grammes par jour et de façon plus concordante pour un apport de 30 grammes par jour. Donc, ce que dit l'ANSES, c'est qu'à partir de 25 grammes par jour, c'est déjà mieux. Et c'est encore mieux à 30 grammes par jour. Donc vous comprenez la fourchette. Pour les femmes enceintes et allaitantes, la recommandation est identique, il faut le savoir. Et puis chez les enfants et les adolescents qui sont âgés de 3 à 17 ans, les apports recommandés varient de 14 grammes à 29 grammes de fibres par jour selon l'âge. Voilà. Là, on a le cadre. Je le dis, pourtant, la moyenne française, elle tourne autour de 18 grammes à peu près par jour. Et c'est ça en fait une des problématiques. Alors pourquoi l'ANSES nous pousse à manger plus de fibres? Parce que en fait ça va avoir un rôle sur l'amélioration du transit intestinal, prévention de la constipation, régulation des selles, la sensation de satiété aussi, c'est intéressant notamment pour contrôler l'appétit, gérer notre poids, la régulation de la glycémie avec un ralentissement de l'absorption des sucres, réduisant aussi les risques de diabète. Je vous rappelle, ça fait partie des recommandations de l'ANSES. Réduction du cholestérol aussi. Alors là, il faudrait expliquer la mécanique globale, c'est un petit peu compliqué, mais globalement, en fait, il y a une diminution du LDL et un soutien à la santé cardiovasculaire. Une protection contre les toxines aussi, ça vient en fait des fibres, de certaines fibres, qui limitent le contact entre les toxines et la muqueuse intestinale, ce qui réduit les risques de cancer digestif. Vous savez par exemple que le PNNS, et c'est la recommandation mondiale, il n'y a pas qu'en France qu'on recommande ça, de faire attention à notre consommation de viande, à notre consommation aussi de charcuterie et de viande transformée, notamment pour les risques de cancer digestif. En fait, le fait de manger des fibres va permettre d'éliminer en partie certaines des problématiques de ces viandes transformées. C'est intéressant sur ce plan-là. Donc voilà pourquoi aussi il y a vraiment cet axe-là qui est posé sur les recommandations nationales de manger plus de fibres. Et puis, bien entendu, il y a la santé du microbiote. Bon, ça coule de source parce que, en fait, les fibres sont la nourriture, c'est la nourriture pour nos bonnes bactéries intestinales. Ça favorise une flore équilibrée. Et d'ailleurs, le fait qu'on mange moins de fibres et moins de variétés de fibres fait que notre microbiote, il est moins riche, et moins il est riche, et moins on arrive à digérer en fait ces fibres. Donc une espèce de cercle vicieux. Et ça, c'est pas sur l'échelle de quelques années, même si avec l'alimentation ultra transformée, ça a augmenté, mais en fait, on se rend compte, parce que j'ai vu des reportages, par exemple, sur la comparaison entre notre microbiote maintenant et le microbiote à l'époque de nos ancêtres qui vivaient dans des grottes, il y a vraiment un écart assez incroyable sur la diversité en fait des bactéries qui ont été retrouvées dans ce qu'ils ont retrouvé comme analyse. Donc c'est très intéressant ce sujet, vraiment il y a beaucoup de choses à dire, et je vous rappelle que j'ai fait des épisodes sur le sujet, notamment avec Julien Scanzi, qui est vraiment un spécialiste du microbiote. On avait fait un épisode sur le sujet. Et il y en a d'autres aussi, parce qu'on avait fait un deuxième épisode aussi avec Anthony Berthoud. Donc là encore, je mets les liens dans les notes de l'épisode. Personnellement, je fais partie de la tranche des personnes qui ne mangeaient pas assez de fibres. Vraiment, je disais, à une époque, j'étais très loin probablement de ces chiffres, mais en fait, je les mesurais pas, j'en avais aucune idée, parce que mon alimentation personnelle était pas très portée sur les fibres. Et c'est vrai que globalement, nous ne consommons pas assez de fibres, mais que ça peut changer. J'en suis la preuve, vraiment la preuve. C'est-à-dire que maintenant que je fais plus attention à ma consommation de fibres,
je me rends compte que j'arrive à augmenter petit à petit ma dose de fibres et que j'arrive à être dans les recommandations de 25 à 30 grammes. Donc c'est possible, même si vous n'avez pas l'habitude de manger des fibres, votre cas n'est pas foutu, je ne crois pas au foutu pour foutu, même si vous n'avez pas l'habitude d'en manger, c'est possible d'augmenter petit à petit. Bien entendu, il y a des recommandations que je vais donner dans cet épisode-là qui, si vous souffrez de maladies digestives, là il faut aller voir des spécialistes qui sont vraiment formés sur le sujet et qui vont vous accompagner sur vraiment comment le faire. Mais globalement, si vous n'avez pas de maladie particulière, la suite des conseils devrait vous intéresser. Alors, pourquoi on ne consomme pas assez de fibres ? Ça vient déjà du choix des aliments, c'est vrai, faut le dire. Par exemple, du manque de fruits et de légumes dans notre alimentation. On parle beaucoup des 5 fruits et légumes par jour, dont je rappelle, ce sont des portions de fruits et de légumes par jour qui ne sont pas très importantes. Là, on parle de 80 grammes par portion. En fait, il faut savoir que même si vous les mangez, et déjà tout le monde ne les mange pas, j'en ai parlé dans un épisode de Retrouve la forme, l'épisode 90, tout le monde ne les mange pas en proportion. On se rend compte par exemple qu'il y a des recommandations du PNNS. En fait, la plupart des recommandations du PNNS ne sont pas vraiment suivies par une majorité de Français. Et donc, les recommandations sur les portions de fruits et légumes ne sont pas suivies. Mais même si vous suivez la recommandation des 5 portions de fruits et légumes, en fait, vous n'aurez pas assez de fibres. J'avais fait le calcul pour un épisode de Retrouve la forme où justement, je me rendais compte que si je suivais juste la recommandation des 5 fruits et légumes par jour, j'avais, je crois, 13 ou 14 grammes de fibres. Et donc, il m'en manquait pas mal. Donc, c'est pour ça que dans l'alimentation, dans les choix des aliments, en fait, il faut s'intéresser aux aliments qui contiennent des fibres. Et il faut le dire aussi, c'est que nous avons une tendance à manger de plus en plus d'aliments ultra transformés. Alors vous, dans ce podcast, vous êtes sensibilisés au risque de l'alimentation ultra transformée. Il y a encore des études qui montrent que les risques sont encore peut-être plus importants qu'on le pensait, avec notamment de la présence de toxiques, mais aussi en fait la réduction de la quantité de fibres à l'intérieur et aussi de la diversité des fibres. Alors je ne vais pas trop rentrer sur les différents types de fibres dedans, même si je vais vous parler des fibres solubles et insolubles. Le but du jeu n'est pas de faire un épisode sur la différence entre les deux, parce que j'ai une question un jour, donc là ça mériterait un épisode complet sur fibres solubles et fibres insolubles, mais il faut le dire quand même que dans les processus de fabrication de l'alimentation ultra transformée, il y a une partie des fibres qui disparaissent et puis il y a une transformation des fibres qui fait aussi qu'on a moins l'habitude de digérer certaines fibres. Et ça explique aussi pourquoi, quand on mange beaucoup de fibres, ça peut nous poser des problèmes quand on n'en a pas l'habitude. Et puis ça vient, je le répète aussi, de nos préférences alimentaires. Par exemple, si on regarde un petit peu, alors je dis pas nos ancêtres, mais je parle de 2-3 générations en arrière, la consommation de pain par exemple, comment elle a évolué, les farines ont changé et l'apparition de la baguette avec le pain blanc, baguette bien blanche et tout, c'est une diminution de la quantité de fibres. En fait, le pain complet, par exemple, contient 7 à 10 grammes de fibres pour 100 grammes, tandis que le pain blanc, donc la fameuse baguette, en contient 2 à 3 grammes pour 100 grammes. En fait, ça signifie que le pain complet est 2 à 3 fois plus riche en fibres que le pain blanc. Donc, c'est-à-dire que sur le choix, en fait, de quelques ingrédients dans notre alimentation, on peut augmenter la dose de fibres. Et c'est ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que comment j'ai fait pour augmenter petit ma dose de fibres ? C'est justement en mangeant des fruits et des légumes, déjà en ayant la conscience qui fait que je mange des fruits et des légumes. L'idée, c'est d'avoir un légume dans chaque repas, d'avoir, moi les fruits, je les mange plutôt en collation plutôt qu'à la fin des repas. Mais en tout cas, c'est d'essayer déjà d'avoir les fameuses 5 doses de fruits et de légumes. Ça, je pense que c'est vraiment important, mais d'en avoir plus, c'est aussi intéressant. Et puis, de se poser la question de savoir où est-ce qu'on peut trouver d'autres fibres. Donc moi, à part les fruits et légumes, c'est les oléagineux, croquer des amandes, croquer des noisettes, les cacahuètes aussi, parce que l'autre jour on a regardé, on a un paquet de cacahuètes à la maison, on a regardé la quantité de fibres de cacahuètes, c'est intéressant, on doit être dans les 7 grammes de fibres pour 100 grammes, donc c'est intéressant. Le problème des cacahuètes, c'est quand on en mange trop, il y a le côté gras, la qualité des gras, puis il y a trop de sel et tout qui peuvent poser problème. Mais quand on regarde l'arachide elle-même, non grillée à fond, non salée, non trop grillée ou quoi que ce soit, on est à 27% de protéines et 7% de fibres. Donc c'est quand même un aliment qui est intéressant, vraiment intéressant. Et puis on a les dérivés des oléagineux, c'est-à-dire les purées d'oléagineux. Et là je vais vous en reparler à la fin, parce que sur la consommation au niveau des fibres, les oléagineux, les purées d'oléagineux, c'est pas tout à fait
pareil. Et vous allez comprendre que c'est un point c'est pas un point de détail. Je trouve que c'est pas un point de détail parce que ça peut vous aider. Et puis, il y a des aliments, qu'on va dire complets, qu'on présente comme complets. Pain complet, pain de petit épeautre complet, nous c'est ce qu'on prend par exemple au marché, les farines semi-complètes ou complètes que vous pouvez mettre dans vos recettes, plutôt que de prendre de la farine blanche, vous pouvez prendre une farine semi-complète ou complète. Les pâtes complètes, bien entendu, le riz complet ou semi-complet. Voilà, donc toute la famille en fait de ce qu'on va présenter en complet, il y a des fibres parce que en fait, dans complet, ça veut dire qu'il y a l'enveloppe des graines et que c'est justement dans l'enveloppe des graines qu'il y a le plus de fibres. Et puis les légumineuses aussi sont riches en fibres, lentilles, haricots rouges, pois chiches. Hier par exemple on a mangé des pois chiches, on mangeait lentilles au moins une fois par semaine je pense. Voilà, donc ça fait partie des habitudes quotidiennes dans la maison qui sont installées petit à petit avec le samedi je vais au marché, j'achète du pain de petit épeautre qui est de la farine complète. Quand on achète de la farine on prend plutôt de la farine complète ou de la farine semi-complète, ça dépend un petit peu les recettes qu'on veut faire. Pâte complète, riz complet ou semi-complet, voilà, c'est toute une variété de choses. Et donc ces fameux oléagineux, purée d'oléagineux et donc fruits et légumes. Donc vous avez compris globalement comment j'ai réussi à augmenter ma dose de fibres petit à petit. Maintenant, je sais que quand j'ai dit ça, certains vont me dire oui mais moi quand je prends des fibres, j'ai du mal à les digérer, je me sens ballonné et puis quand je vais courir ou je vais faire du sport, c'est pas terrible. Et en fait, on a tous aussi cette crainte en nous de dire si je mange trop de fruits, de légumes la veille d'une course par exemple, pendant la course, je vais pas me sentir bien et puis je vais avoir envie d'aller aux toilettes, ça va me provoquer des diarrhées ou je vais pas être bien. Et c'est vrai qu'en fait, quand vous regardez les conseils de nutrition sportive, souvent, ce qui va être indiqué, c'est la veille d'une course, on va vous dire manger des glucides, mais pas trop, on est quand même sorti de la pasta partie à volonté, et puis éviter les fruits et légumes, ou alors mangez-les plutôt cuits. Pourquoi on vous dit ça ? Eh bien, c'est ce que je voudrais vous expliquer juste après. Parce que, en fait, on est capable de manger plus de fibres qu'on le pense, si on n'a pas de problème de santé, problème de digestion ou quoi que ce soit, mais que déjà, pour que ce soit le cas, il faut en faire une habitude. C'est vraiment déjà une question d'habitude. Si vous n'avez pas de problème de santé concernant la digestion des fibres, une partie de votre problématique, elle vient de l'habitude et donc du choix des ingrédients, comme je viens de vous le dire. Et c'est vrai que si vous passez de pas de fibres à beaucoup de fibres d'un coup, ça risque de pas passer. L'histoire risque de pas passer parce que votre corps doit se réhabituer, votre système digestif doit se réhabituer en fait à digérer ces fibres qui arrivent. Et si vous avez un apport massif de fibres d'un coup, il ne saura peut-être pas comment les gérer. Le microbiote, en fait, c'est vivant, ça se nourrit, mais on passe pas de 0 à 100 d'un coup. On passe étape par étape. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Donc, je le dis, si vous êtes plutôt sensible, si vous remarquez que quand vous mangez plus de fibres, vous vous rendez compte que ça passe pas très bien, augmentez vos apports de manière progressive et choisissez peut-être certains ingrédients, testez ce qui passe le mieux et augmentez petit à petit. Et cela permet à votre microbiote intestinal de s'adapter et va réduire les effets secondaires comme les ballonnements. Là, je parle pour des personnes qui n'ont pas de problème de santé digestive ou quoi que ce soit. Si vous avez des problèmes de santé digestive, vous savez que vous êtes des spécialistes du domaine, des médecins et des diététiciens qui sont spécifiquement formés, notamment sur tout un tas en fait de stratégies autour des fibres. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, outre l'habitude, il y a ce qu'on peut faire pour faciliter la digestion. Parce que c'est là que je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants aussi. C'est-à-dire que là, j'espère, je vous ai donné la volonté de manger un peu plus de fibres. Et je vous ai dit en fait que les fibres et le sport n'étaient pas inconciliables en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que je vous dis depuis le début. C'est-à-dire qu'on peut concilier les deux. Mais que ça vient de certaines manières de les consommer qui vont faciliter les choses. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer dans la suite de cet épisode. En fait, le problème de la digestion des fibres vient en partie du type de fibres et de notre manière de les préparer et de les manger. Et ça, c'est important de le garder en tête. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fibres qui ne sont pas toutes identiques, et puis on va les préparer d'une certaine manière, et ça va jouer sur la capacité de notre corps à mieux les digérer. Et puis la manière dont on les mange, et là, il y a un conseil, mais vous le voyez venir gros comme une maison, mais je le garde pour un peu plus tard, qui va arriver. Mais en fait, si on joue sur ces trois éléments, on peut digérer les fibres plus facilement. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Déjà, le type de fibres. Il existe des fibres solubles et des fibres insolubles. Alors, ce qui nous pose problème, ce sont les fibres insolubles, parce que ce sont elles qui sont les plus compliquées à digérer, parce qu'en fait, elles sont irritantes pour les intestins.
Les fibres solubles, elles font un gel en fait sur les parois de nos intestins. Les fibres insolubles, elles sont plutôt irritantes pour les intestins et nos intestins ont du mal en fait à les digérer. Pourquoi ? Car elles contiennent de la cellulose. En fait, ces fibres, elles créent la structure des fruits et des légumes. En fait, elles leur donnent leur forme, leur consistance, le fait qu'ils se tiennent. Donc c'est plus dur en fait. Moi, quand on me parle de cellulose, en fait, je pense tout de suite au bois. Et il faut dire que dans le bois, je crois qu'il y a 50% de cellulose. Donc vous voyez, pour moi, cellulose, c'est bois. Donc si vous essayez de manger une branche d'arbre, vous allez comprendre que c'est pas facile à digérer. Bon, gardez cette image-là, hein, c'est vraiment pour vous donner cette image-là en tête. Donc, en fait, il faut comprendre maintenant que cette fameuse cellulose, elle est difficile à digérer parce que, on peut se dire elle est dure ou quoi que ce soit, mais en fait surtout, c'est parce que notre corps ne sait pas le digérer comme ça, il ne sait pas dégrader la cellulose. En fait, les enzymes présentes dans notre bouche, notre estomac, nos intestins, à elles seules ne peuvent pas dégrader la cellulose. Alors les enzymes digestives, en fait, il faut se dire que ça agit comme des ciseaux moléculaires qui sont très spécialisés, donc il y a différentes enzymes qui vont être capables, justement, quand elles voient passer des nutriments comme ça, là, de découper un petit morceau pour faciliter la digestion. Mais il se trouve que quand ce sont des fibres insolubles avec de la cellulose, et ben en fait, elles sont pas capables, ces enzymes, de les traiter. Elles sont pas capables de les découper. Et les ciseaux ne fonctionnent pas dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ben ça m'amène au point suivant, qui vient qu'on peut faciliter les choses. Et ça vient de la préparation en fait. Et c'est là où il y a des trucs qui sont intéressants. C'est que la manière de préparer les aliments peut aider notre corps justement à digérer ensuite plus facilement, à traiter plus facilement ces fameuses fibres et cette cellulose. Alors il y a des modes de préparation qui peuvent casser ou ramollir la cellulose. Même si, il faut le dire, en fait, aucun ne fait de la digestion. Il n'y a pas une digestion de la cellulose par les modes de préparation que je vais vous parler. C'est pas comme les enzymes, mais disons qu'en fait, ça va faciliter le travail potentiel des enzymes dessus. Par exemple, la cuisson va ramollir et va fragiliser les parois cellulaires de cellulose. Une carotte cuite sera plus tendre qu'une carotte crue. Et donc, elle sera plus simple aussi à digérer par votre système digestif. Le mixage et le broyage cassent mécaniquement les fibres de cellulose. Donc c'est pour ça que notamment un smoothie ou une soupe mixée va faire un travail de découpe. D'ailleurs qu'on n'aura pas besoin de faire par la mastication, parce que vous savez que quand vous buvez une soupe, vous n'avez pas tendance à la mastiquer, même si dans certaines médecines traditionnelles, la recommandation c'était aussi de mâcher les aliments liquides. Mais en tout cas, vous comprenez bien qu'il y a un travail déjà qui a été fait. La fermentation aussi, ça peut-être qu'on le sait moins. Et bien la fermentation, c'est ce qui se rapproche le plus de la dégradation qui serait faite par nos enzymes. En fait, la choucroute, le kimchi, le tempeh sont partiellement décomposés par des bactéries qui, elles, vont posséder les bonnes enzymes pour attaquer la cellulose. Donc c'est intéressant en fait de se dire que il y a certains légumes, par exemple, que vous pouvez faire fermenter. Donc il y a plein de manières de le faire. Faire tremper, les marinades aussi, des choses comme ça, avec une fermentation qui vont aider en fait à ce que notre corps arrive plus facilement à les digérer. C'est vraiment important de le garder en tête parce que ça peut vous donner des idées de consommation de fibres différentes. Et puis, il y a un dernier point, c'est le trempage et la germination qui vont ramollir les parois cellulaires, notamment pour les légumineuses et les graines. C'est pour ça que quand vous mangez, par exemple, des amandes, vous allez avoir des conseils de personnes qui vont dire pour mieux digérer les amandes, on faudrait les faire tremper quelques heures. Les légumineuses, pour les cuire plus facilement, c'est pareil, on les fait tremper. Alors il y a même des légumineuses, si vous ne les faites pas tremper, c'est impossible à cuire. Je vous ai parlé du pois chiche en entrée. Franchement, c'est les pois chiches, si vous les achetez secs. Vous devez d'abord les faire tremper pendant au moins 12 heures, facile, avant de commencer à les faire cuire. La cuisson est longue en plus. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que les pois chiches, c'est tellement plus facile de les acheter déjà cuits, vous savez, dans les bocaux en verre. Bref, ça fait partie, en tout cas, moi, des choses que j'achète plutôt cuites. On a des pois chiches crus en graines à la maison, mais c'est vrai que ça demande une certaine anticipation. Mais il faut se rappeler qu'en fait, les graines, les légumineuses, ça se fait tremper et que les faire tremper, en fait, permet justement de ramollir, comme ça, la cellulose et permet notamment de faciliter potentiellement la digestion par notre corps. Et je rajoute qu'il y a un autre élément qui pourrait jouer, qui serait le découpage, la manière dont vous allez découper en fait vos fruits et vos légumes. En fait, des carottes qui seraient finement râpées, mais vraiment très finement râpées, en fait, vont multiplier la surface qui est exposée aux enzymes digestives et à l'action mécanique de la mastication. Globalement, on va dire que l'effet est moins important,
mais que si vous râpez bien fin, par exemple vos carottes, normalement vous devriez mieux les digérer que si vous croquez dedans directement. Et donc je vais reprendre l'exemple d'une carotte, parce que moi la carotte fait partie des choses, j'adore croquer dedans. On a mangé par exemple encore à midi des carottes. Bon, moi j'aime bien les carottes quand je les prépare, j'aime bien en garder une et je croque dedans. Mais c'est vrai que quand je croque une carotte entière comme ça qui est crue, c'est la situation en fait où les fibres sont à l'état naturel, j'ai envie de dire, donc il n'y a aucune transformation dessus. Et c'est vrai que si vous croquez une carotte, la cellulose au départ elle est intacte. Si vous prenez une carotte comme ça qui est crue. Si vous la râpez, en fait, il y a une petite fragmentation modérée qui commence, et puis vous avez en fait un travail pour les enzymes qui est un petit peu facilité. Si vous mixez, vous avez encore une fragmentation qui est encore plus importante, vous avez plus de cellules qui sont éclatées. Et puis si vous cuisez, là vous avez un ramollissement profond de la cellulose par la chaleur. Par exemple, la cuisson vapeur, pour pas les cuire trop longtemps, pour éviter de perdre trop de vitamines, vous avez en fait une digestion qui est plus facile. C'est pour ça que je vous dis que vous avez des conseils de nutrition sportive qui vont vous dire que la veille d'une course, vous devez éviter les crudités, éviter peut-être les fruits et légumes crus. Et si vous voulez manger des légumes, les manger cuits. Et c'est encore un conseil que j'ai vu dans un guide de nutrition sportive il y a quelques jours. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui m'a donné un bout d'idée sur cet épisode-là. Alors, vous avez bien compris que là, je vous ai parlé de 2 étapes, donc les types de fibres. Et puis, un peu la préparation avant de les manger. Et maintenant, il y a la 3e étape, comment les manger. Et là, je vous l'ai dit, celui-là, j'ai même peut-être pas besoin de vous le dire, mais pourtant, il faut le rappeler, c'est la mastication. Bien mastiquer, prendre le temps de bien mastiquer. Et en fait, ce qu'il faudrait vraiment se concentrer là-dessus, c'est qu'on transforme bien ce qu'on a mis dans la bouche en bouillie, en fait. C'est-à-dire alors, vous avez des conseils, en fait, de dire qu'il faudrait reposer les couteaux, fourchettes, entre chaque bouchée. Il faudrait compter 25 fois. Alors, ça dépend des cas en fait. Vous avez des versions un petit peu différentes. Mais globalement, en fait, il faudrait prendre conscience qu'avant d'avaler, il faut mastiquer. Vraiment, avant d'avaler, il faut mastiquer. Et c'est vrai qu'on se rend compte, et moi je me rends compte que des fois, à une époque, j'avais les tout ronds. Si vous mangez devant des écrans, vous avez les tout ronds. Si vous mangez vite, vous avez les tout ronds. Et ça, en fait, ça rajoute du travail supplémentaire à votre système digestif pour arriver à le traiter. La mastication, elle est là pour préparer le travail, commencer la digestion et pouvoir justement faciliter la digestion, le découpage de tous les nutriments et de ces fameuses fibres quand c'est possible, en plus petits morceaux qui vont être pouvoir traités par le système digestif encore plus facilement. Et donc la mastication facilite le travail de digestion globale. Alors ça ne fait pas que ça, il y a d'autres intérêts, mais en tout cas celui-là il est important. Donc je pense que vous avez compris en fait les différentes étapes et vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que si les fibres vous posent problème quand vous faites du sport, vous n'avez pas intérêt à les supprimer, mais plutôt à varier la préparation pour faciliter la digestion. En fait, ce qui serait une bonne idée, ça serait de faire une liste, et ça vous en trouvez sur internet, là j'ai pas une liste parce que sinon c'est impossible à faire dans un épisode comme ça serait impossible à écouter, vraiment comme ça, de dire il y a des fibres solubles et insolubles. Les fibres insolubles posent des problèmes potentiels sur la digestion, mais c'est pas pour ça qu'il faut les supprimer. Il faut des fibres solubles et insolubles. Selon les végétaux que vous mangez, il y a des deux. En fait, le rapport entre soluble et insoluble va changer et la manière de les préparer peut changer en fait la structure des fibres et ça donne des indications sur ce que vous pouvez manger et comment vous pouvez préparer. Pour ça que dans les repas avant une course ou avant un entraînement, vous pouvez en fait les consommer sous une forme qui soit plus facile en fait à digérer. Et c'est pour ça que vous avez toujours ces conseils, je le répète, sur on évite les crudités la veille d'une course ou d'un gros entraînement, on mange les légumes assez peu ou alors vraiment cuits, parce que sinon ça va poser problème. Retenez en fait que finalement dans la préparation de certaines, comment vous les préparez, vous pouvez peut-être trouver aussi des moyens qui vous conviennent pour en ajouter petit à petit tout au long de vos repas et ne pas les supprimer forcément les veilles de course ou les veilles de gros entraînements ou les journées d'entraînement tout simplement. Parce que si vous courez, vous faites du sport 4-5 fois par semaine et qu'à chaque fois que vous faites du sport, vous ne mangez pas de fibres, vous comprenez bien que vous allez avoir un problème pour avoir votre quantité de fibres et que donc sur votre santé, ça peut poser problème. Et c'est ça en fait l'équilibre qu'il faut trouver. C'est comment en manger suffisamment et comment pouvoir vous entraîner et faire vos courses comme vous voulez. Voilà, globalement, on est dans cette recherche-là d'équilibre dans ce podcast. Donc, bien entendu, le conseil sur les légumes cuits s'applique,
Mais vous avez compris aussi que vous pourriez avoir la fermentation, vous pourriez aussi changer la forme avec le mixage, le broyage, et que par exemple, ça s'applique sur de la soupe de légumes, potentiellement. Alors soupe de légumes en plus, les légumes sont cuits et sont broyés, donc là on comprend que ça peut faciliter la digestion globale, voilà, ça c'est un point intéressant. Mais retenez aussi que ça marche, cette histoire de broyage, sur d'autres choses, comme par exemple les purées d'oléagineux. 100 g d'amandes et 100 g de purée d'amandes auront la même quantité de fibres. Vraiment, si vous prenez un 100% amande, pas si vous prenez un truc dans lequel ils ajoutent de l'huile ou quoi que ce soit, c'est pareil pour les cacahuètes, pareil pour tout. Si vous prenez un 100%, une purée d'amande, une purée cacahuète qui a 100% d'amande, et ben en fait vous avez la même quantité de fibres que dans 100 g d'amandes que vous allez manger comme ça directement entière et que vous allez peut-être un peu gober trop vite. Soit dit en passant, tant qu'on est dans les petites anecdotes comme ça, il m'est arrivé un jour, j'ai un bon souvenir de ça, d'avoir mangé un petit peu trop d'amandes comme ça entières avec leur petite peau et tout, et justement que ça avait posé des problématiques. Donc voilà, je peux témoigner aussi que personnellement, manger picorer comme ça des amandes un petit peu trop, mon système digestif il a pas trop apprécié ce jour-là. Donc c'est bon de savoir quand même, et puis vous pouvez vérifier sur vos pots de purée d'amandes, cacahuètes ou quoi que ce soit, regardez les teneurs en fibres, vous verrez que globalement, normalement, dans 100 g de purée d'amandes, vous avez toujours 10-12 g de fibres comme dans 100 g d'amandes. Donc c'est intéressant de le savoir, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, elles n'ont plus la même structure, tout à fait. Parce que justement, il y a eu ce phénomène de broyage qui n'a pas digéré la cellulose, mais qui l'a en fait éclaté, qui a éclaté les cellules, qui a éclaté les structures, et donc qui devrait rendre le travail de digestion plus facile. C'est pour ça que je trouve que les purées d'oléagineux sont vraiment intéressantes, y compris des jours de course, des matins de course. Moi, par exemple, un matin de course, j'aime bien faire mon riz au lait, et pour le coup, je ne fais pas du riz au lait avec du riz complet, mais avec du riz blanc. Et dedans, j'aime bien mettre en fait de la purée de cacahuètes ou de la purée d'amandes. Ça ne m'a posé jamais aucun souci de digestion. Vraiment aucun souci là-dessus. En revanche, le matin d'une course, je vais éviter de manger une poignée d'amandes ou 2 ou 3 poignées d'amandes en me disant tiens, ça serait pris ça en énergie parce que justement la digestion est plus compliquée. Et d'ailleurs, même après une course, j'évite de manger trop. S'il y a des amandes comme ça et tout à l'arrivée de la course par exemple, j'évite de trop en manger. Parce que quand même, il faut le dire, nos intestins qui ont été ballottés un petit peu dans tous les sens après une course qui a peut-être duré 3-4 heures, si vous faites du trail, semi-marathon, puis marathon ou des courses encore plus longues, qui a été bien ballotté, il se peut que en fait, vos intestins, ils apprécient pas vraiment en fait, d'avoir à digérer un truc qui soit dur à digérer comme ça. Parce que la course, ça crée des lésions, donc il faut le réparer. Donc c'est pas trop là où on va charger avec justement des choses qui sont compliquées à digérer. C'est pour ça que moi j'aime bien les purées d'oléagineux et vraiment ça fait partie des choses qui sont pour moi dans mes placards. Si vous allez voir dans mes placards, vous ouvrez mon placard, là comme ça, vous verrez en fait des pots coraux dedans. Il y aura purée d'amandes, purée de cacahuètes, purée d'amandes cannelle, alors qui serait presque mon préféré, mais je le fais un petit peu durer, mais sur une petite tartine de pain ou dans du fromage blanc, c'est super bon. Et puis de la purée de noisettes. On a toujours ça et on s'en sert comme base pour aussi faire des cookies, pour faire certains gâteaux, pour faire des energy balls, des choses comme ça. Et vous avez compris qu'en fait, ça permet de rajouter des fibres en fait dans des aliments. C'est-à-dire que quand dans des cookies, on met comme ça de la purée d'amande, de la purée de cacahuète, ça rajoute de la protéine et ça rajoute des fibres. Ça fait partie des stratégies, comme je le disais, de faire grimper petit à petit la quantité en fait de fibres présentes dans l'alimentation. Et ce moyen-là, en fait, est intéressant. Donc, je vous répète, regardez dans la description de l'épisode, il y a un lien vers Coro avec la réduction pour en profiter. Et puis, si vous avez un doute, si vous voulez savoir ce que je préfère, envoyez-moi un petit message. Conclusion de cet épisode, vous avez compris que les fibres sont indispensables à la bonne santé, qu'il est nécessaire d'en manger et d'en manger assez, qu'on a une tendance à ne pas en manger assez, que se contenter des 5 portions de fruits et légumes par jour ne suffit pas pour avoir suffisamment de fibres, mais que oui, ça peut se comprendre que si vous n'en mangez pas beaucoup, vous pouvez avoir des problèmes pour les digérer, et que même si vous n'avez pas de problème pour les digérer peut-être au quotidien, vous pouvez avoir des problèmes aussi pour les digérer, dans des cas spécifiques comme le sport, la course, l'entraînement, parce que le système digestif il est ballotté dans tous les sens, parce que il y a aussi le sang circule différemment. Le sang va d'abord vers ce qui va nous permettre d'avancer. Et on sait qu'en fait, ça crée des lésions des différentes, plus ou moins importantes, etc. Et que donc, le système digestif, il est mis à rude épreuve pendant le sport, et notamment pendant le sport d'endurance. Donc,
vous pouvez avoir en fait des soucis de digestion spécifiques au sport que vous n'avez pas dans le quotidien. Et c'est pour ça que vous allez trouver souvent des conseils de dire, bon, les fibres, on s'en méfie, on évite de manger des crudités, on évite de manger trop de fruits, notamment les veilles de course, notamment quand on a des gros entraînements. Mais si on fait ça et qu'on a beaucoup d'entraînements dans la semaine, on se retrouve quand même avec une alimentation qui est pauvre en fibres. Et là, ça devient problématique pour la santé, vous avez compris la logique. Donc l'idée, c'est de ne pas supprimer les fibres, mais d'apprendre à les préparer, de repérer en fait celles qui vous conviennent bien, celles que vous arrivez mieux à digérer, à tolérer, celles qui ne vous posent pas de problématiques. Peut-être que vous pouvez avoir des variations en fait, selon les jours, selon les types d'entraînement que vous avez, pour justement trouver le bon équilibre, vraiment trouver le bon équilibre. Pour ça, je vous dis, moi, par exemple, le matin d'une course, je vais reprendre plutôt du riz au lait avec du riz qui sera du riz dessert, donc c'est du riz blanc, plutôt que de prendre du pain complet, alors que les autres jours, je prends du pain complet avec de la purée d'amande. Et le jour d'une course, je vais prendre plutôt du riz blanc avec de la purée d'amande, de la purée de cacahuète. Ça change en fait aussi l'apport en fibres ce moment-là, ça change le type de fibres, comment elles sont digérées, et ça facilite, en tout cas dans mon esprit, j'ai le sentiment que ça me facilite les courses et que j'ai pas eu de course vraiment problématique depuis plusieurs années. J'en ai eu une il y a très longtemps où j'ai eu mal au ventre pendant 3 jours après la course. C'était pas pendant la course, c'était après la course. Mais c'est vraiment que juste après la course, avec ce qu'on a mangé là, que c'était des copains du club et tout, ça m'avait vraiment foutu en vrac. Et puis la course a été vraiment compliquée. C'était pas la plus longue, mais elle était vraiment exigeante sur le plan physique. Alors qu'elle faisait que 19 km, mais 19 km dans la forêt en pleine nuit, j'étais arrivé mais vraiment pas bien du tout. Ça a commencé un petit peu à la fin de la course, un petit peu à tirailler un petit peu, mais surtout le repas derrière avait été vraiment très compliqué à digérer. Ça m'a foutu vraiment le système digestif en vrac pendant 2 jours. Donc depuis, j'ai quand même appris à me méfier de certaines choses. J'ai appris à me méfier, je vous ai dit, pas picorer trop d'amandes. À quantité égale sur les amandes, je préfère la prendre en purée d'amande, tartinée sur du pain ou mélangée dans de la purée d'amande ou dans mon fromage blanc. Par exemple, fromage blanc le matin d'une course avec la purée d'amande, la purée de cacahuète, passe extrêmement bien chez moi. Et je vais éviter, par contre, d'aller picorer des amandes comme ça avant la course en me disant, je facilite mon système, la vie de mon système digestif. Et c'est vrai que à la proximité de vos courses, et vous devez profiter de vos entraînements, notamment des sorties longues et tout, pour tester ça. C'est-à-dire que là, si vous faites partie de ceux qui préparent semi-marathon, marathon, ou préparez un trail, là, vous êtes en train de vous poser des questions sur la nutrition, qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous devez manger le jour même, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner, qu'est-ce que vous mangez la veille. Et la veille d'une sortie longue, le repas de la veille d'une sortie longue, testez ce qui passe bien pour le lendemain. C'est-à-dire que si le lendemain, vous allez courir à 8h ou à 9h, dans les conditions de course, le repas de la veille, testez aussi de voir ce que vous mangez, et si le lendemain matin, au moment de votre sortie longue, ça passe bien. Et je vous dis, vous pouvez mettre des fruits, des légumes potentiellement, mais peut-être dans une préparation différente. J'ai parlé des légumes avec les soupes, mais on pourrait se dire que la compote, par exemple, de pommes, ou je ne sais pas quelle compote, pourrait très bien passer aussi, vous apporter des fibres aussi. Et en fait, il y a une cuisson, il y a un broyage, c'est pas la même forme que si vous croquez une pomme entière. À l'année, j'aurais une tendance à vous dire croquer des pommes, manger des pommes, croquer dans des carottes entières, c'est bon, ça fait mastiquer, c'est bon. Mais dans le cadre sportif, oui, une forme un peu transformée, mais transformée par vous. On n'est pas dans de l'ultra transformation, on est dans de la cuisson, dans de la préparation, peut probablement en fait limiter vos soucis. En tout cas, je vous invite à essayer. Je vous ai donné les conseils que j'avais. Je vous mets bien entendu des liens dans les notes de l'épisode pour comprendre un petit peu plus les histoires de fibres, microbiote et autres. Il y a eu plusieurs épisodes sur le sujet. Donc cliquez dessus, vous arrivez sur le site où il y a tous les épisodes de podcast. Et ça vous fait une carte, en fait, une carte qui s'affiche avec tous les liens entre les épisodes. Donc comme ça, vous pouvez consulter, retrouver les informations. Et puis, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Et bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à Kilomètre 42, qui est plus podcast running, mercredi et samedi. Et puis retrouve la forme, qui est sur comment on retrouve la forme et surtout comment on la garde sur le long terme. Et ça, c'est tous les lundis, un épisode court. Qui vous permettent en fait d'avoir des conseils, qui vous permettent des choses à tester pour vous sentir bien en forme, et pas seulement en forme pour le sport, mais en forme en fait pour tous vos défis quotidiens, dont le premier est d'être en forme pour soi, mais aussi pour ses proches, nos enfants, pour notre travail, et puis pour se sentir bien au quotidien. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end, et puis peut-être des vacances, si c'est les vacances, ici chez nous c'est les vacances scolaires.
Et on se retrouve, je vous l'ai dit, la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao mes champions et mes champions.